Bien, je vous remercie. Alors, vous ne l'avez pas dit, c'était, oui, l'ère des insurrections, non, ou plutôt, vous m'avez demandé de parler de l'insurrection qui vient. Par rapport à ce que je viens d'entendre, mon propos d'abord est tout à fait désengagé, prie de m'en excuser, cher ami. Et puis, c'est une postface, finalement. Alors, la postface, j'ai bien compris, et je m'en souviens de ma jeunesse, c'est un supplément, hein, c'est une ouverture, c'est l'après-propos, hein, voilà le vrai sens du mot, et en même temps, ce qui permettrait de poser des questions. Hein. Je rappelle d'ailleurs que ce qui fut au début de notre tradition culturelle, la différence qu'Aristote établissait entre la doxa, l'opinion commune, et la pensée, la philosophie, c'était de savoir poser des questions. L'expression grecque est d'ailleurs fort intéressante, c'est kalos apoierestai, c'est-à-dire savoir poser bellement, quasiment des apories. Voilà. Donc d'une certaine manière, c'est un peu cela qui est mon propos. Je n'avais pas bien vu que c'était sur le progressisme. Moi, toutes ces belles réflexions que j'ai entendues, moi, il s'est trouvé que ce que fut ma thèse d'État dans les années 70, c'était justement en 70, à l'époque, ce n'était pas de mode, c'était la critique du progressisme, du mythe du progrès, et d'ailleurs, corrélativement à cela, la critique du service public. L'idéologie du service public qui avait pris finalement le public à son service. Et j'avais introduit cette critique du progressisme par cette belle phrase de Milan Kundera: « Il a né des amours comme des empires, que cesse l'idée sur laquelle il repose et il s'effondre avec elle. » Voilà. Donc je trouve qu'il est important de repérer cela. Mon propos depuis une quarantaine d'années, c'est en effet de réfléchir sur une mutation, voire une transmutation épocale, comme l'on dit. Et en même temps, et c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu forcément d'être pessimiste, de savoir repérer quand il y a des changements de cet ordre. Si je reprends une expression du sociologue et philosophe allemand, il s'agit de repérer en quelque sorte quel est le roi clandestin de l'époque. Au-delà de ce qui est, dans le fond, la société officielle, j'y reviendrai. Moi, pour ma part, j'ai toujours été intéressé parce que c'est dans cette nappe phréatique, fondamentalement, que se crée la vraie société, la société officieuse. Et il est vrai qu'il y ait des moments, nous sommes dans un de ces moments, où il y a un décalage qui n'est pas négligeable. Alors, pour essayer de montrer qu'est-ce qu'il en est, de mon point de vue, de ces insurrections en cours, de ces soulèvements, révoltes, peu importe les termes, je n'ai pas de ce point de vue un fétichisme des concepts, je voudrais quand même dire en préalable quelques banalités de base. Vous savez, la banalité, c'est ce qu'il faut dire et redire, ce qui crève les yeux mais qu'on ne veut pas voir. Eh bien, d'une certaine manière, ce mythe du progrès est, si je puis dire, notre cerveau reptilien, la culture. La culture, la vraie culture, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, sans bien y faire attention. Et cette culture, la nôtre, dans la tradition occidentale, dans la tradition judéo-chrétienne, dans ce qui a caractérisé ce que certains, je suis de cela, appellent la modernité, c'est le linéarisme. On ne l'a pas assez souvent souligné. Dans le fond, c'est au XIXe siècle, qui, de mon point de vue, est le grand siècle de la modernité, que s'élabore la philosophie de l'histoire, avec un grand H. Préalablement à cela, il y avait de l'historiographie. On notait les hauts faits des grands de ce monde, mais c'est Hegel qui va effectivement développer cette philosophie de l'histoire, et par après tous les grands systèmes socialisants, et bien sûr le premier d'entre eux, Marx, repose essentiellement sur ce linéarisme historique. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. Il y a quelque chose de cet ordre qui se dit fort simplement au travers du terme que je viens d'employer. Alors, à l'opposé de cela, si je reprends une expression très belle de Joseph de Maistre, le bon sens et la droite raison réunis, quand on regarde sur 2000 ans de temps, qui est notre champ d'observation, eh bien on se rend compte qu'au-delà de ce linéarisme, il y a tout simplement des époques. Époque en grec, ça signifie, d'une manière scientifique, suspens. Époque, d'une manière plus triviale mais non moins intéressante, signifie parenthèse. Vous comprenez, une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et de mon point de vue, bien sûr, est en train de se fermer la parenthèse moderne,
est en train de s'ouvrir ce que, faute de mieux, je suis de ceux qui appellent cela la post-modernité, dans le sens simple du terme, en rappelant que le terme modernité apparaît en 1848 sous la plume de Baudelaire. Avant, on disait post-médiévalité. C'est quelque chose de cet ordre qui arrive actuellement. On n'a pas de mots pour décrire ce qui est en gestation. Une époque, ça dure 3-4 siècles. Entre des époques, si on est précis d'un point de vue sémantique, il y a des périodes. Une période, c'est quelques décennies. La période est toujours crépusculaire. C'est-à-dire, on voit en quelque sorte comment ces lumières deviennent clignotantes, période où se vit la fatigue d'une époque qui s'achève, et en même temps, on n'entend que des balbutiements d'une nouvelle époque en gestation. Voilà, période crépusculaire entre ces moments. Nous sommes dans un de ces moments-là, un balancier des histoires humaines qu'il est important de repérer comme balancier. Si je citais Joseph de Maistre, c'est pour cela d'une certaine manière. Le corrélat de cette première banalité, c'est que quand il y a ces changements d'époque, il faut trouver les mots pertinents. Encore une fois, dire ce qui crève les yeux et que l'on ne veut pas voir. Pour moi, je fais une différence entre les évidences théoriques qui sont dominantes, société officielle, et ce qui est évident, qui est là, est encore une fois de l'ordre de la société officieuse, en particulier, bien évidemment, des jeunes générations. Souvenons-nous de la formule que l'on répète à tire-larigot, mais non moins intéressante, de Camus, « mal nommer les choses contribue au malheur du monde ». Quand Camus prononce cette formule, c'est la description qu'il donne, l'Empire chinois est en train de se déliter. L'empereur consulte le sage, et c'est là le moment où le sage dit il faut s'asseoir et trouver les mots, etc. Je pense que nous sommes exactement dans ce moment où il faut savoir en quelque sorte, et d'une manière drastique, je dis bien se purger de ces évidences théoriques, de ce qui est à bien des égards le discours officiel et ce qui nous contamine, chacun d'entre nous, et en particulier ce qui conduit bien évidemment au pessimisme, à la collapsologie ambiante. Troisième point, c'est quand il y a ces changements d'époque, quand il convient en effet de trouver ces mots, je dis bien mots, pas concepts, des notions, des allégories, des métaphores, quelque chose qui ne peut qu'accompagner ce qui est à l'état naissant. Dans le fond, il faut opposer dans le sens simple du terme la paranoïa officielle, c'est-à-dire la pensée du haut, paranoïen, à la métanoïa, qui est la nôtre, c'est-à-dire savoir accompagner ce qui est et non pas ce qui devrait être. Dans ces moments-là, il y a un décalage. Moi, pour ma part, j'ai écrit dernièrement un livre qui s'appelle « La faillite des élites », mais qui arrive régulièrement. C'est-à-dire, encore une fois, Pareto parlait de la circulation des élites. Quand une époque s'achève, eh bien, des élites continuent à tenir le discours de l'époque passée, alors que quelque chose est en gestation, et donc il y a ce décalage actuellement. Élite, qu'est-ce à dire ? Ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. En la matière, l'élite médiatico-politique sous ses diverses modélations. Mais, encore une fois, pour éviter la désespérance, je rappelle que c'est régulièrement que ce décalage existe. Et pour les gens de mon âge, on se souvient bien évidemment, quand le Sénat ne correspondant plus au peuple romain, comment il y a la sécessio plebis. Le peuple se retire sur l'Aventin. Et il est difficile, bien évidemment, de le faire revenir. Quelques siècles plus tard, pour ceux qui se souviennent et qui connaissent Florence, Machiavel faisait cette distinction fondamentale entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Je dirais visuellement, on voit ça quand on est sur le Palazzo Vecchio, pour se rendre compte qu'il y a cette vraie différence. Pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre. Il y a un désaccord entre le pouvoir institué et la puissance instituante. Le pouvoir, encore une fois, sous ses diverses modulations, et la puissance, je le dirai dans un instant, qui est le fondement même de toute vie sociale. Et c'est quand il y a ce désaccord entre pouvoir et puissance qu'il y a en effet, et c'était l'objet de mon dernier essai, eh bien, qu'il y a des soulèvements. C'est quand le pouvoir n'est plus en phase, ne correspond plus, parce que tout simplement, il y a une déshérence dans le sens simple du terme. Ce qui veut dire qu'il est important d'avoir cela à l'esprit et d'accepter le fait qu'il y a régulièrement des changements d'imaginaire. Encore une fois, dans le balancier des histoires humaines. L'imaginaire, moi j'ai eu pour maître Gilbert Durand, qui est le grand anthropologue qui a développé cette idée de l'imaginaire. Il rappelait fort simplement d'ailleurs, c'est les rêves, les fantasmes, les fantaisies, les fantasmagories, peu importe, etc., collectives, et qui vont créer une ambiance générale.
Là encore, alors prenons en bonne part l'expression de Hegel, Zeitgeist, cet esprit du temps qui, encore une fois, nous imprègne profondément et nous constitue pour ce que nous sommes. Il est un auteur que je vous conseille de lire, un philosophe espagnol qui s'appelle Ortega y Gasset, qui a écrit ce livre extraordinaire et particulièrement d'actualité, qui s'appelle La révolte des masses, et qui, à mon avis, je le dis bien, est d'actualité. Or, dans ce livre, je le regardais encore ces jours derniers, Ortega y Gasset parle de ce qu'il appelle formation allemande qui était la sienne, formation kantienne qui était la sienne. Il parle d'un impératif atmosphérique, c'est-à-dire comment quelque chose, tu dois, tu es pris. Alors, quand on sait ces impératifs catégoriques, l'impératif atmosphérique, c'est le fait qu'on est déterminé stricto sensu, dans le sens ordinaire. La détermination, c'est la limite. Ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, à partir, encore une fois, d'une atmosphère et d'un changement d'atmosphère. Bien sûr, il y a un changement d'atmosphère de manière climatique, stricto sensu. Il en est un autre, et c'est mon hypothèse, également dans l'ambiance, dans l'imaginaire. Et qu'en gros, il y a ce décalage entre un imaginaire officiel et un imaginaire officieux. Cela dit, si vous voulez, il est important de voir que quand quelque chose tombe, décadence, il y a toujours une forme de renaissance. Encore une fois, dans ce laps de temps qui nous est imparti pour comprendre l'histoire humaine, on voit bien toujours cette succession entre la décadence et la renaissance. On a pu dire, et moi c'est une phrase qui toujours me fait rêver, que ce qui fut la première phrase écrite dans la pierre, dans notre tradition gréco-latine, Anaximandre de Milet. Genesis kai phtora, phtora kai genesis. Genèse et déclin, déclin et genèse. Vous voyez, c'est ce balancement que je dis depuis tout à l'heure qu'il est important d'avoir à l'esprit en termes beaucoup plus simples. Pour moi, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et qu'il faut bien avoir à l'esprit cela, encore une fois, quand on le regarde sur la longue durée. Et c'est quand il y a ces espèces de moments entre la décadence et la renaissance qu'il y a stricto sensu une crise. On a pu dire la crise est économique. Contemporainement, la crise est sanitaire. Crisis, c'est un jugement porté par ce qui est en train de naître sur ce qui est en train de cesser. Là encore, d'une manière plus triviale mais non moins intéressante, crisis, c'est le crible qui fait qu'on va rejeter ce qui mérite de l'être et garder ce qui doit l'être. Et de ce point de vue, ce qui est, excusez-moi l'expression, amusant, c'est que chaque crise civilisationnelle, mutation sociétale, s'accompagne curieusement d'une épidémie. Je ne vais pas faire ici la liste, je m'en suis expliqué dans ce dernier livre, mais j'en donne uniquement ce qu'on appelait la décadence romaine. Maintenant, on a peur des murs, on dit l'Antiquité tardive, mais en tout cas, il y a là la peste antonine. Et on voit régulièrement, chaque scansion, la peste noire bien évidemment, le typhus avec la réforme protestante, quelque chose qui est une forme, je considère, vraiment une espèce une épidémie comme révélatrice d'une mutation. C'est ça que j'appelle une transmutation épocale. L'Apocalypse, puisqu'il y a toujours un côté apocalyptique quand il y a une pandémie, ou ce qui pour nous concerne une psychopandémie, l'Apocalypse en grec, je le rappelle, ça veut dire révélation. Révélation de ce qui est en train de naître. Vous voyez, pour donner une image et pour bien me faire comprendre, quand il y a eu un processus de cet ordre, Copernic, Galilée, Kepler, etc., il y avait tout simplement ce passage entre une conception simplement géocentrique du monde à ce qui va devenir l'héliocentrisme, avec bien sûr les consciences scientifiques que l'on sait. Eh bien, de mon point de vue, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le dépassement d'une conception anthropocentrique sur ce que, faute de mieux, on va appeler une conception holistique. Je vais en donner des éléments. L'anthropocentrisme, qu'est-ce ? C'est ça, fondamentalement, le mythe du progrès. C'est-à-dire, finalement, rationalisme, individualisme, idéosophie l'accompagnant. L'homme comme maître et possesseur de la nature, le milieu du discours de la méthode de Descartes, traduit exactement cet anthropocentrisme. Et bien sûr, au XVIIIe siècle, c'est les droits de l'homme, les droits de l'homisme, et le mythe de progrès repose exactement là-dessus. On l'oublie, le grand concept que j'ai dit tout à l'heure, la philosophie hegelienne, Aufhebung, dépassement, dialectique. Qu'on le veuille ou non, que l'on en soit ou pas conscient, on fonctionne selon cette dialectique thèse, antithèse, synthèse. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le dépassement du mal, de la dysfonction, de la mort.
Et à bien des égards, le transhumanisme n'est pas autre chose. Je rappelle à cet égard que Carl Schmitt avait noté que, dans le fond, tous les concepts pour comprendre la situation contemporaine, ce qu'il appelle théologie politique, n'étaient que la sécularisation de concepts théologiques. En la matière, bien sûr, le messianisme, la cité de Dieu à venir. Et donc, dans le fond, le transhumanisme n'est que l'aboutissement logique de ce dépassement, de cette conception dialectique du monde, le mondialisme sous ses diverses formes, qui va de pair, soyez-y attentifs, mais vous le savez, je l'ai entendu depuis tout à l'heure, au mépris du peuple, le populisme. Expression intéressante de voir comment, dans le fond, ces démocrates sont très peu démophiles. Voilà un peu ce qui a constitué, à bien des égards, ce cerveau reptilien que je disais il y a un instant, anthropocentrisme. À l'opposé de cela, je dis bien le mot que j'emploie n'est pas très heureux, nous n'en avons pas d'autre, holisme, pour le moment. C'est-à-dire, dans le fond, alors je vais le dire au travers d'un mot, d'un simple mot qui m'inspire beaucoup, qui est de saint Thomas d'Aquin, le réalisme. C'est-à-dire, dans le fond, prenant cela à Aristote, cette union de l'âme et du corps, réfléchissant là fondamentalement sur ce qu'est le vrai mystère de l'incarnation, la chair du monde. Eh bien, je pense que c'est cela, tout simplement, le holisme, c'est-à-dire glissement, retour de la frontière, localisme, le lieu félien, le retour de la tradition, là encore dans son sens étymologique, tradar, et ce qui a été donné, on le transporte. De mon point de vue, et je m'y suis expliqué dans un livre précédent, le retour du sacré, sous ses diverses formes, c'est-à-dire penser le visible à partir de l'invisible, et à bien des égards, la résurgence de la sagesse populaire. Je dis bien, contre ceux que l'on appelle le populisme. La sagesse populaire, là encore, permettez-moi de citer saint Thomas, quand il définit ce qu'est le bien commun, il dit « omnis potestas a populo », ou encore une autre phrase un peu plus loin « omnis autoritas ». Il ne faut pas l'oublier, l'autoritas, augere, c'est ce qui fait croître, en quelque sorte. Et il y a là quelque chose qui, de mon point de vue, est en train de se dessiner. Un retour, à bien des égards, à cette autorité, dans le vrai sens du terme, que je viens ici de donner. Le diagnostic, vous l'avez compris, c'est que tout ce que l'on est en train de quitter, je m'explique, la société officielle, qui reste encore officielle sous ses diverses modulations, et la médiocrité de la médiacratie en fait en quelque sorte l'apologie. C'est tout simplement une conception qui va reposer sur le futurisme, la société parfaite de la grande tradition marxienne, conception, voyez-vous, et je dirais un autre mot alternatif dans un instant, qui est une conception dramatique du monde. Drao, dramein, c'est ce qui a une solution. Souvenez-vous, au début de la question juive de Marx, chaque société ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. On a là cette conception dramatique, et la dialectique, je l'ai dit il y a un instant, en est l'expression. Souvenons-nous que d'ailleurs, dans le grand mythe marxien, c'est Prométhée déchaîné. Et Prométhée, c'est celui qui donne le feu aux hommes, qui le vole aux dieux pour le donner aux hommes. Et dans le fond, c'est à partir de là que repose véritablement cette grande idée de la société parfaite. Quelque chose qui est à réaliser un peu plus tard, par le moyen, bien évidemment, de la dialectique. Le pronostic, c'est que, à l'opposé de ce progressisme, voilà moi l'idée que j'avais proposée depuis longtemps, l'idée de progressivité. Non plus la flèche du temps hegelienne, non pas le cercle nietzschéen, mais bien la spirale. Et l'oxymore que je propose pour traduire cela, dans le fond, c'est l'enracinement dynamique. C'est-à-dire, non pas le construit, mais le donner, l'ordre des choses. De rerum natura de Lucrèce, et de mon point de vue, c'est quelque chose de cet ordre qui meut en profondeur ce roi clandestin, la société officieuse. Donc on n'est plus dans une conception, et ce que je dis est délicat, on n'est plus dans une conception dramatique du monde. Dans le balancement des histoires humaines, il y a des moments où le tragique prédomine. Souvent, on confond l'un pour l'autre. J'ai dit que le drame trouvait une solution. Dragos, tragique, il est aporique. C'est-à-dire, en fond, il n'y a pas de solution. Il faut faire avec. Et qu'est-ce cela ? C'est le destin. Voilà. Et donc, on passe, si vous voulez, de l'histoire que je maîtrise au destin que je subis, avec lequel il faut que je me comporte, je m'accommode, je m'ajuste de diverses manières. C'est lourd à dire, mais il n'en reste pas moins que c'est important. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre cette idée, alors holisme, cette idée d'entièreté de l'être. La figure mythique, c'est Dionysos.
on le sait, opposé à Prométhée. Dionysos est un dieu chtonien, chtonos, autochtone, qui est de cette terre-ci. Et dans le fond, c'est cette idée d'entièreté qui fait qu'au-delà ou en deçà des droits, il y a les devoirs, les obligations, la nature des choses. La première page d'un très beau livre de Simone Weil, L'enracinement, repose exactement là-dessus. L'idée d'obligation, s'accorder, s'ajuster en quelque sorte, non plus une économie qui fait qu'on va donner ses lois à l'oikos, mais moi ce que j'ai proposé d'appeler une écosophie. La sagesse de la maison commune, eh bien c'est tout simplement celle des obligations. Alors, en conclusion, il y a 3 états. Joachim de Fiori, que vous connaissez, cistercien, qui avait développé dans son exposition In Apocalypsine les 3 règnes qui existaient. Auguste Comte, bien sûr, les 3 états d'Auguste Comte, et celui que j'ai cité il y a un instant, je vais insister un peu plus là-dessus, Ortega y Gasset dans La révolte des masses. Il montre qu'il y a, alors, peu importe les termes, une première phase, reposant passé légendaire, héros mythique, coutume héritée d'une mémoire immémoriale, etc. Après cela, il y a cette seconde phase, rationaliste et révolutionnaire, destruction des traditions, utopie progressiste sous ses diverses modulations. Et ce que montre Ortega y Gasset dans cette révolte, c'est qu'il y a une 3e phase. De mon point de vue, c'est celle qui est en jeu actuellement. Post-révolutionnaire, c'est cela fondamentalement la post-modernité. Saturation, dans le sens simple du terme, du monde moderne. Voilà un peu, si vous voulez, moi ce qui me paraît être important, au-delà, encore une fois, de ce qui est officiel, de cette élite médiatico-politique, quelque chose qui fait que, dans le fond, on va redonner sens au logos, à la parole, au verbe. Il y a un respect par rapport à cette parole qui est véritablement un sacrement et qui doit être administré, bien évidemment, avec délicatesse et discernement. C'est cela la discrétion. Cela implique pour chacun d'entre nous la noblesse de l'esprit, qui se définit, à mon sens, par l'exigence de ce que j'ai dit il y a un instant, les obligations et les droits. Mais tout cela, et il est important de le rappeler, ne peut se faire dans ces périodes crépusculaires qui sont les nôtres que dans la sérénité. Il y a lieu d'être serein parce que de toute façon, quelque chose arrive dans la gradation que j'ai indiquée des 3 règnes, des 3 états ou des phases différentes. En se souvenant de cette tendance post-face en la matière de Victor Hugo, je vous la livre, le plus haut symbole du peuple, c'est le pavé. On lui marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. Je vous remercie.